Fond de Latte. En avril 2019, à Cognac, en Charente-Maritime, Cathy Bichon séduit un homme sur Internet. Il s'appelle Gérald Matifas. Mais c'est un piège. Pendant 2 nuits, Cathy Bichon et 2 de ses amis le torturent, le violent et finalement le tuent. Cathy Bichon répète qu'elle ne l'a pas tué, qu'elle ne l'a pas violé, mais elle reconnaît qu'elle n'a rien fait pour mettre fin à son calvaire. Et elle a bien du mal à expliquer comment tout s'est enchaîné. Ouvrons ensemble la code B du dossier d'instruction de Cathy Bichon. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Le 8 avril 2019, Gérald Matifas, un Rochelet de 42 ans, prend le train pour Cognac, où il a un rencard avec une certaine Cathy Bichon. Ils se sont séduits via Facebook. 8 jours plus tard, les policiers du SRPJ de Limoges retrouvent le cadavre de Gérald Matifas carbonisé et supplicié en pleine forêt. Il a une chaussette dans la bouche. Son sexe est mutilé. Il a reçu 57 coups de couteau, dont un coup fatal en plein cœur. Rapidement, les policiers identifient les auteurs de ce meurtre. Cathy Bichon, 37 ans, mère de 4 enfants, la rabatteuse. Et Philippe Laroche, 26 ans, et David Klein, 35 ans, les bourreaux. Autant vous dire que cette affaire fait grand bruit dans la presse locale. Les Charentais sont stupéfaits par autant de violence et de barbarie. Le drame s'est déroulé dans cette maison juste derrière moi, située dans le Vieux-Cognac. Le 5 avril dernier, la victime, un homme âgé de 42 ans, arrive dans ce logement. Il aurait été attiré via les réseaux sociaux par une habitante de 38 ans. L'homme aurait subi ici de multiples sévices sexuels et autres mutilations auxquelles aurait activement participé cette Cognacaise, déjà connue des services de police. Dans le quartier, le voisinage nous a indiqué ne pas connaître ou ne pas avoir connu cette femme. Elle a été mise en examen et écrouée pour homicide volontaire, précédé, accompagné ou suivi d'actes de torture et de barbarie. Alors, en ce qui concerne l'aspect médiatique, c'est vrai que moi, je m'intéresse pas à ça. Et d'ailleurs, je suis rarement informé. Je pense que c'est même important pour un expert d'arriver avec un regard neuf et pas déjà infiltré des commentaires périphériques. Docteur Jean-Jacques Bertrand, expert psychiatre. Moi, je l'ai rencontré à la maison d'arrêt d'Angoulême. Alors, c'est pas une prison de femmes, mais c'est une prison dans laquelle il y a une section féminine. Madame, je suis expert psychiatre et nous avons le temps de discuter, tous les deux. Comment vous sentez-vous? Je m'en veux terriblement de ce qui s'est passé. C'est inhumain. Tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui avais séduit cet homme sur Internet. Il est venu chez moi. Je voulais pas ce drame, docteur. Ce sont eux qui ont fait n'importe quoi. En fait, dans les affaires criminelles, évidemment, c'est fréquent que les personnes disent, quand ils reconnaissent les faits, qu'ils les regrettent. Ne serait-ce que sur le conseil de leur avocat. Enfin bon, il vaut mieux qu'ils disent ça, c'est une évidence. Ceci dit, ce sont des mots. Pour authentifier l'autoculpabilisation, il faut qu'il y ait des symptômes aussi. Alors les symptômes, elle les a. C'est-à-dire, elle dort très mal, elle a des cauchemars, elle a des phénomènes de reviviscence dans lesquels elle revoit la scène, elle y pense régulièrement, peut-être presque sans arrêt, ça l'obsède. Le fait d'avoir, elle dit, ôté la vie de quelqu'un. Ou au moins d'avoir assisté à ça. Parce qu'il faut savoir que finalement, un auteur, il devient, quand il est culpabilisé, sa propre victime, quoi. Il devient la victime de l'acte qu'il a commis. Et c'est les mêmes symptômes
qu'on retrouve dans les états de stress post-traumatique avec ce qu'on appelle une hypervigilance, des troubles du sommeil, une anxiété, un syndrome de répétition avec une rumination mentale, des cauchemars, des phénomènes de reviviscence. On trouve les mêmes symptômes que si la personne avait été une victime psychologique. Code B54, enquête de personnalité. Madame Cathy Bichon est née le 10 juin 1981, troisième d'une fratrie de 5 enfants, nés de 5 pères différents. Aucun des enfants n'a connu son père, sauf la dernière. Cet effacement paternel est, selon les enfants, une volonté délibérée de la mère. Le diagnostic que j'ai posé, le diagnostic essentiel, c'est celui de personnalité borderline. Alors, une personnalité borderline, moi je retiens 3 axes pour la définir. D'abord, l'abandonnisme, c'est-à-dire le fait que dans l'enfance, la personne ait subi des sévices, était carencée affectivement. Ensuite, deuxième axe, l'indétermination, le fait qu'on a affaire à une personnalité qui n'a pas été construite, donc la métaphore que j'emploie moi habituellement, une personnalité liquide, et qui a besoin donc d'un contenant pour être, pour être conforme. Et le troisième axe, c'est la labilité comportementale, c'est-à-dire le fait que quand cette personne n'a pas de contenant, n'a pas d'étayage, à ce moment-là, elle se dissout en vrac un peu, et a un comportement qui à ce moment-là est proche des dissociaux, c'est-à-dire avec une absence de respect des règles et puis une instabilité totale et une incohérence psychique. Vous savez, docteur, mon enfance était, je dirais, moyenne. J'ai pas de super souvenirs de mon enfance. Déjà, je connais pas mon papa. C'est ma grande sœur qui jouait un rôle de maman pour moi, plutôt que ma mère. Je pense que ma mère, elle me voulait pas. Bon, ma grande sœur, elle a 9 ans de plus que moi. Et puis, l'ex-copain de ma sœur, il m'a violé quand j'avais 14 ans. J'en ai parlé à ma mère, mais elle m'a dit que de toute façon, je racontais que des conneries. Il n'y a pas eu de plainte. Et il s'est pendu peu de temps après. J'avais pas besoin de faire de fugue. J'étais libre, de toute façon. Chez Cathy Bichon, en ce qui concerne sa biographie, c'est ce que ça souligne. Bon, dans l'enfance, de nombreuses carences, une enfant non désirée, une mère qui est complètement défaillante, qui délègue finalement son autorité maternelle à une sœur aînée, le copain de la sœur aînée qui viole Cathy à son adolescence, la mère qui ne la croit pas, une absence de père aussi, et puis une dérive à l'adolescence dans des conduites addictives diverses, puisqu'elle n'avait pas aucune limite, et elle dit elle-même qu'elle n'avait pas besoin de fuguer, puisque de toute façon elle sortait comme elle voulait. Donc une enfance sans repère, une enfance qui n'a pas été construite. Finalement, le ciment des repères, le grand facteur de cohésion, c'est l'amour. Bon, l'amour, il y en avait pas vraiment. Ce qui fait que dans la vie adulte, cette absence de repères, et ce sont les repères qui nous permettent de nous orienter, de déchiffrer la réalité. Eh bien, chez elle, cette absence de repères fait que quand elle n'a pas un contenant, quand elle n'a pas un étayage, eh bien, elle part en live en quelque sorte. Docteur, j'ai 2 tatouages. Ici, j'ai une fée sur un lotus. Et le deuxième, c'est les initiales de mes enfants. Une fée parce que ma grand-mère m'appelait la fée. Et le lotus, c'était la fleur préférée de mon grand-père. J'étais tout le temps fourré chez eux parce que ma mère habitait à côté. Vous m'avez raconté votre rapport à vos parents. Quels sont les autres moments qui vous ont marqué, qui vous ont blessé dans votre vie? Le ETC de ma meilleure amie. Et puis j'ai fait une overdose.
Et puis mon petit dernier, je savais pas que j'étais enceinte. J'ai fait un déni de grossesse complet jusqu'à l'accouchement. Et ça a été un prématuré à 30 semaines. Le père, il me frappait, il m'enfermait. J'étais dans un autre monde et je faisais 36 kilos. C'est comme ça que je l'explique, mon déni de grossesse. La sœur aînée avait 9 ans de plus qu'elle, donc elle jouait le rôle de maman tant bien que mal, je dirais, mais elle n'avait pas la densité quand même qu'a une mère, et puis ce n'était pas sa mère. Et elle ne pouvait pas non plus avoir l'autorité que peut avoir une mère. Enfin, c'était un substitut, c'était mieux que rien, mais pas davantage. Et alors, sur cette base, si vous voulez, de repères poreux, de repères, moi je dirais fluides, liquides, après, dans sa vie future, elle a eu des périodes où elle était adaptée. Pour peu qu'autour d'elle, il y ait un étayage suffisant. Par contre, à d'autres moments, elle a été totalement inadaptée. C'est quand même ce qui domine, avec une instabilité professionnelle où elle a passé, je crois, 8 ans sans activité, une instabilité affective avec 4 relations, donc 2 avec des hommes violents, 4 enfants de 3 pères différents, un acte suicidaire ou criminel de défenestration. Elle sait même pas parce qu'elle était dans un état d'ébriété très avancé, parce que là aussi dans ces instabilités il y a des conduites addictives importantes, cannabis, alcool. Sachant que pour la défenestration, mon hypothèse c'est que c'est plutôt suicidaire que criminel, dans la mesure où c'est une des modalités suicidaires des borderline, qui cherchent des limites, des repères, et il les trouve dans le suicide, en tout cas par la projection, soit d'une hauteur, soit contre un obstacle, un véhicule, soit par des projectiles. Code B40, expertise psychiatrique du docteur Jean-Jacques Bertrand. L'infraction qui est reprochée à Cathy Bichon est en relation avec l'empreinte dissociale de sa personnalité, pouvant l'amener à se montrer impulsive et à voir diminuer son niveau empathique qui, ceci dit, n'est pas inexistant. Sur le plan factuel, l'effet de groupe a joué. Elle se décrit comme ayant en quelque sorte suivi, poussée par la peur, ce que nous ne pouvons pas exclure. Au niveau biographique, il règne dans sa trajectoire biographique un certain désordre sur le terreau duquel les présents faits ont germé. La recherche du borderline n'est pas de s'en sortir, mais de trouver un contenant. Et le problème, c'est que pour trouver un contenant, il faut avoir un raisonnement qui soit, je dirais, opérationnel, quoi. Alors, le raisonnement du borderline, il est normal au niveau cognitif, mais au niveau affectif, il n'est pas opérationnel. Ce qui fait que les choix qu'ils font sont souvent, pas toujours, mais souvent des mauvais choix. Cathy Bichon n'a pas pu trouver le bon choix existentiel, donc elle n'a pas pu se contenir. Ceci dit, le borderline en soi n'est pas violent, hein. C'est les circonstances qui font que le vase est brisé et le liquide s'épanche. Mais en soi, ce n'est pas comme un dissocial qui va rechercher la violence. C'est pas comme les 2 acolytes avec qui elle était, qui eux cherchaient la violence et le sadisme. On n'est pas du tout dans le même registre. On intervient à la fin du dossier. Donc je rencontre cette femme pour la première fois à Angoulême, où elle était incarcérée au quartier femmes. Maître Marine Gautreau, avocate de Cathy Bichon. Je n'ai jamais encore vraiment ouvert le dossier. C'est une façon que j'ai de traiter les dossiers criminels. Je vais rencontrer la personne avant de me plonger dans le dossier. Ça évite tout a priori et ça permet surtout, dans un premier temps, de se faire un avis vraiment sur la femme, même si c'est un avis qui est très superficiel encore, mais un avis sur la femme avant de s'intéresser aux faits qui lui sont reprochés. À Angoulême, le quartier femmes, c'est 10 à 12 femmes. C'est petit, vous entrez, c'est assez, je vais pas dire cosy, mais c'est pas en rose. Vous avez 2 petits parloirs. Je comprends que c'est une femme qui avait une vie assez compliquée à l'époque. Une vie
je dirais pas de débauche parce que c'est pas ça, mais une vie où elle fréquentait beaucoup d'hommes, elle avait une situation personnelle très instable, des enfants placés, de l'alcool, de la drogue, donc tout ça bien sûr. Et la femme en prison, c'est plus du tout la même femme, ne serait-ce que physiquement. Vous voyez des photos de cette femme avant son incarcération et des photos de cette femme au jour de l'incarcération, après plusieurs années même, c'est plus du tout la même femme. Elle faisait vulgaire avant, elle faisait plus vulgaire. Là, elle fait femme, elle est apaisée. Ça se passe bien, et le ressenti que Madame Bichon, elle est soulagée que de nouveaux avocats arrivent sur son dossier. Puis Madame Bichon, ça va être surtout le lien qui va se créer au fur et à mesure, ce besoin pour elle de se confier surtout à une femme en qui elle a confiance. Elle m'explique surtout, avant qu'on entre dans les faits, qu'elle fait beaucoup de cauchemars. Elle pose la question au psychologue qui la suit à l'époque, et qui lui explique qu'effectivement, au regard de la gravité des faits dans lesquels elle a été impliquée, et finalement, quel qu'en ait été son rôle, il y a un choc post-traumatique derrière ces faits-là. Elle est plus au départ dans une position qui est de dire je comprends pas pourquoi ça a dégénéré à ce point. En nous disant je comprends pas comment on en est arrivé là. Donc à ce stade-là, du coup, elle a 2 avocats. Elle m'a moi et Lionel Béthune de Moreau. Elle est très impressionnée par Lionel Béthune de Moreau, qui est un homme qui a une expérience très importante en droit pénal et qui parle plus avec elle du dossier. Les actes. Alors moi, je parle beaucoup de ça avec elle aussi, mais moi, elle va se confier. Elle va se confier sur la femme, sur comment elle vit sa détention, sur ce qu'elle a l'impression, en tout cas, d'avoir subi au moment où l'infraction a lieu, sur ce qu'elle a l'impression d'avoir dû faire en étant obligée, parce que c'est un peu son ressenti. Elle essaye de comprendre parce que finalement, c'est pas une femme qui est capable de vous dire de sang-froid, on lui a fait ça. Pour elle, un homme pouvait représenter un danger, pouvait représenter un certain nombre de souvenirs particulièrement douloureux qu'elle a vécu dans sa vie personnelle. Bon, madame, il faut que nous avancions. Je suis votre avocat. Vous devez me faire confiance. Nous sommes maintenant à quelques semaines de votre procès. Il faut que vous me racontiez tout. Comment ça s'est passé cet après-midi-là? Et là, elle va commencer à rentrer dans les détails, difficilement. Elle pleure parfois quand elle l'évoque, parfois non. Parfois, elle le fait sur la base de souvenirs. Parfois, elle vous dit même qu'elle ne sait plus si c'est dans ses cauchemars ou si c'est ce qui s'est passé. Mais elle l'évoque. Toujours, en se disant, mais comment on peut en arriver là? Comment on peut en arriver à une telle horreur? Parce qu'elle a conscience de l'horreur. Moi, je suis convaincue que les 3 pris séparément n'auraient jamais conduit à la torture et au décès de la victime. J'en suis convaincue. Les 3 ensemble, ça nous a fait cet effet, on va dire boule de neige, qui conduit finalement au pire. Comme un effet de meute. Elle soutiendra toujours que de toute façon, si elle n'y participait pas, elle finissait comme victime. Maître, j'avais beaucoup discuté avec Gérald sur Facebook, c'est vrai. Je suis allé le chercher à la gare. Il venait, mais en tant qu'ami seulement. Je lui avais dit que je voulais personne, que je pensais encore à mon ex. Et puis on a discuté la soirée, et il m'a promis qu'il partirait au matin. L'étincelle, on la comprend sans la comprendre. Maître Marine Gautreau, avocate de Cathy Bichon. C'est-à-dire que même elle. C'est-à-dire que même elle, quand elle en revient à ce pourquoi ça dégénère, elle n'arrive pas à expliquer comment on peut en arriver là. Mais l'étincelle, finalement, c'est cet homme qu'elle rencontre sur Internet,
qui vient chez elle passer des vacances. Finalement, on a l'impression qu'il lui plaît pas plus que ça, parce qu'il a pas l'air de ressembler aux photographies qu'elle a vues. Pour autant, c'est un homme gentil avec elle. Ils s'entendent bien, mais elle ne veut pas plus. Il dort sur le canapé. Elle dort dans sa chambre. Et une nuit, il vient la rejoindre. Il essaye pas de la violer, il essaye pas de l'agresser, absolument pas. Il lui demande juste s'il peut s'allonger à côté d'elle. Ce qu'elle accepte. Et suite à ça, elle lui demande de partir. Et il refuse de partir. Et l'étincelle, c'est là. C'est apparemment, à ce moment-là, elle en contacte un, qui est un de ses ex-compagnons. Enfin, en tout cas, un homme avec qui elle a eu une histoire brève, et qui vient accompagner du deuxième, pour le faire partir. Gérald, il voulait pas partir. Alors j'ai appelé mon ex, David Klein. Et il est venu avec son cousin, Philippe Laroche. Mais madame, à ce moment-là, vous leur dites quoi? Mais rien de plus que ce que je vous ai dit, là. Mais c'est mon ex qui a fait tout un plan. Il a dit à son cousin que Gérald m'avait violé et qu'il fallait lui donner une bonne correction. Vous n'aviez jamais dit ça? Non, jamais, maître. Mais ils ont décidé de corriger Gérald. Ça a commencé par une gifle. Et après, ils l'ont balafré. Gérald Matifas reçoit les premiers coups sur une aire de repos. Puis il l'emmène chez Cathy Bichon. Là, elle prétend qu'elle lui a soigné ses blessures au visage, mais qu'immédiatement après, David Klein s'en est pris de nouveau à lui. Elle dit qu'il l'a poussé dans les escaliers de la cave et qu'il lui a dit « Ah, de toute façon, au point où on en est maintenant, faut te tuer, parce que sinon tu vas nous balancer à la police. » Vous savez, docteur, David a menacé de s'en prendre à mon fils si je les suivais pas. Alors on est descendu à la cave. Ils ont attaché Gérald. Ils lui donnaient des coups de poing. Et comme il criait, ils lui ont mis quelque chose dans la bouche, je sais pas quoi. Et ils m'ont dit, faut que tu le frappes pour toute la haine que t'as envers les hommes. Alors je lui ai donné 4 ou 5 coups de pied. Par peur de finir comme lui. Après, Philippe, il m'a dit de fumer une cigarette qu'il m'avait faite avec de la cocaïne dessus. Et je l'ai fumée. Et pendant que je la fumais, ils lui ont lacéré le sexe à coups de couteau. Et après, avec des bouteilles de DSP et de whisky, ils l'ont violée. David, après, il lui a planté son couteau dans la cuisse gauche. Et Philippe lui a planté le sien dans chaque main. C'était horrible. J'avais peur, docteur. Et alors, Cathy Bichon n'est jamais vraiment rentrée dans ce processus. Docteur Jean-Jacques Bertrand, expert psychiatre. Eux, les deux, là, David et Philippe, voulaient absolument la coopter. Et c'était nécessaire parce que je pense qu'ils venaient pour commettre des actes sadiques. Je pense qu'ils venaient pour ça, et il fallait qu'elle participe au clan. Alors pour ça ils l'ont menacée, au moins c'est ce qu'elle dit, mais ça me paraît tout à fait crédible. Hein. Donc on trouve ça des fois dans des phénomènes de groupe où des personnes ne participeraient pas, mais participent parce qu'ils ont peur d'être la prochaine victime. Donc il y avait cet élément de pression morale et de peur induite, et il y avait de quoi, parce qu'elle les avait vus quand même auparavant être extrêmement violents avec Gérald, et le balafré d'ailleurs. Alors moi la balafre, c'est quand même une blessure qui me paraît témoigner d'un mauvais pronostic ultérieur, et ça commence mal parce que on s'attaque à quelqu'un à son visage, ça va donner quelque chose d'indélébile, ça donne envie, entre guillemets, de terminer le travail. Donc elle les a vus à l'œuvre, elle a vu quand même qu'ils plaisantaient pas, donc elle en avait peur. C'est le premier point. Ensuite, ils lui ont fait consommer de la cocaïne, parce qu'elle dit. Alors là, l'objectif était de la désinhiber, de la mettre dans un état second, donc qu'elle intègre le clan.
C'était un pacte du sang. C'était une sorte de comme une épreuve initiatique, quoi. On rentre dans une sorte de secte, quoi. Et pour ça, il faut commettre certains actes. Alors ils lui ont donné le couteau là pour qu'elle le plante dans le cœur. Le vengeur, oui, et en lui disant, je crois, mets toute ta haine que tu as contre les hommes là et plante-le. Comme je sais pas, l'armée du mal. Ils m'ont mis le couteau de David dans la main et ils m'ont dit, plante-lui dans le cœur. Là, je pouvais pas. Alors Philippe, il m'a pris le couteau des mains et il m'a dit, tu vois, c'est pas dur. Et il lui a planté le couteau dans le cœur. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Eh bien, on est remonté boire un verre. Et là, les deux m'ont dit, on est unis pour la vie. Et Philippe, il a rajouté, et tu vas faire ta vie avec David. Et David, il m'a pris de force pendant 15 jours, tous les soirs. Jusqu'à temps que je me fasse arrêter. Et j'étais obligé de lui obéir. Elle ne peut pas le faire parce que quelque part, si un borderline peut être dépassé par sa violence, quand il est saisi par quelque chose de passionnel, ce n'est pas quelqu'un d'intrinsèquement violent. Le borderline n'a pas de plaisir à commettre des violences. Il les commet parce que lorsqu'il est débordé par lui-même et par sa passion, par une espèce de vengeance, quoi, ou d'autres sentiments. Mais en tout cas, ce n'est pas de la violence pour le plaisir. Ce n'est pas du sadisme. Et là, elle peut pas. Malgré la cocaïne. Là, on avait quand même l'impression d'un certain raffinement dans la durée, dans les coups, dans les exactions, dans ce qui a été retenu comme les actes de torture et barbarie. Maître Lionel de Béthune de Moreau, avocat de Cathy Bichon. Ce qui peut-être caractérise un mobile de règlement de compte. C'est-à-dire qu'au-delà de la personnalité de cette malheureuse victime, c'était peut-être ce qu'incarnait cette victime. Pour Cathy Bichon, c'était peut-être simplement sa masculinité, alors même qu'elle indique avoir tellement souffert des relations qui ont été occasionnées au cours de sa vie par les différents hommes dont elle a partagé l'existence. Trois ans après le meurtre, David Klein, Philippe Laroche et Cathy Bichon sont jugés devant la cour d'assises de Charente. La presse les surnomme les barbares de Cognac. Il arrive régulièrement que les cours d'assises aient à connaître de dossiers d'assassinat ou de meurtre. Là, on est sur un dossier malheureusement exceptionnel du fait des actes de torture et de barbarie, où il y a un effet de groupe, où en réalité il y a un effet de meute, où il y a une concentration de 2, 3, 4 personnes sur une seule victime et une volonté de lui infliger des souffrances hors du commun. On part mal. Plus gros dossier de Charente, il me semble, depuis de très longues années. On sait ce qu'on encourt. On sait qu'on encourt une perpétuité. Dans le box des accusés, 2 hommes et une femme pour un procès d'assises particulièrement lourd. Le trio est accusé d'avoir torturé, mutilé, violé puis tué Gérald Matifas, un de Sévrien de 41 ans. Lors de cette première audience, c'est l'histoire et la personnalité de Cathy Bichon qui sera dévoilée par une enquêtrice spécialisée. Un retour vers le passé avec un point commun à tous les accusés. Un cadre familial chaotique, point de départ d'une dérive sans fin. Qu'est-ce qui fait que ces gens qui se montrent aujourd'hui en arrivant dans la cour... Maître Véronique Chabrier, avocate de Philippe Laroche. Comme monsieur, madame, tout le monde, sous un jour qui, somme toute, ne laisse rien apparaître. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont capables de telles cruautés? Il y a sûrement des explications
familiale, médicale, sociologique. Dans ce procès hors norme de 7 jours aux assises de la Charente, avec des actes d'une cruauté inédite dans l'histoire de la justice de ce département, il n'y aura qu'une partie civile, la fille de la victime. Je pense que ce qu'elle attend, parce que c'est en son nom que je parle, c'est que... Maître Frédéric Hardy, avocat de la famille de Gérald Matifas. On sache exactement ce qui s'est passé tout simplement sur ces différents jours du mois d'avril 2019, parce que évidemment c'est les réponses qu'elle souhaite avoir et savoir ce dont son père a été malheureusement victime. Le procès est très difficile pour Cathy Bichon parce que elle est considérée comme étant la plus intelligente des trois. Et finalement, toutes les questions sont pour elle. La cour fait feu de tout bois sur elle. Parce qu'ils se disent que c'est la seule à pouvoir dire la vérité, en tout cas donner le plus d'éléments possible sur ce qui s'est passé. Séance, explication aujourd'hui devant la cour pour le trio infernal, ou du moins tentative d'explication, car les réponses des 3 accusés ont été laborieuses. Considérée comme l'une des clés de ce dossier, Cathy Bichon s'est montrée prolixe et parfois déroutante face aux questions du président. Après un bref rappel des faits sur les actes de torture, il lui demande « Pourquoi, madame, autant de barbarie ? Pourquoi ? Derrière ses petites lunettes et d'une voix calme et posée, sa réponse laissera sans voix la fille de la victime présente dans la salle. « Je ne sais pas, monsieur le président, c'est à se demander si on n'a pas pris cela pour un jeu, je le paierai toute ma vie. » Ces 2 compagnons d'infortune, ayant comme point commun les profondeurs de la misère sociale, n'auront guère plus d'explications, si ce n'est un vague souvenir de la nuit du meurtre rempli d'alcool et de stupéfiants. David Klein, Philippe Laroche se renvoient les responsabilités sur les 57 blessures par arme blanche et les viols. Une seule chose les accorde, l'incompréhension de leurs actes et une troublante perte de mémoire, mais malgré tout, la reconnaissance des faits. Ce qui a desservi, à mon sens, Cathy Bichon, sa féminité. Maître Lionel de Béthune de Moreau, avocat de Cathy Bichon. Et le fait qu'elle était au cœur de ce quatuor, le côté objet de convoitise, le côté séduction, le côté femme fatale, a, me semble-t-il, été un élément pris en considération par la cour d'assises comme étant le mobile responsable en fait de la mort de cette victime, avec aussi chez Cathy Bichon une possibilité, parce qu'elle a fait un vrai travail d'introspection, elle a travaillé en détention, elle a réfléchi, elle s'est exprimée et elle est apparue lors des débats comme étant la plus accessible à un raisonnement, peut-être d'ailleurs la plus intelligente malgré les carences dont elle est porteur. Et vous savez, dans ce genre de dossier, être le mobile responsable et être le sujet qui paraît le plus intelligent, c'est souvent vécu par les cours d'assises comme étant davantage une circonstance aggravante qu'une circonstance atténuante. Dans le box des accusés, Cathy Bichon, David Klein et Philippe Laroche ont écouté impassibles les réquisitions de l'avocate générale. Réclusion criminelle à perpétuité, la peine la plus lourde, telle a été sa conclusion. Une satisfaction pour l'avocat de la famille de la victime. Au regard des faits qui sont reprochés aux 3 accusés, c'est des réquisitions qui se justifient, à mon sens. Maître Frédéric Hardy, avocat de la famille de Gérald Matifas. Après, encore une fois, c'est la cour d'assises qui décide de la peine et c'est elle qui est seule juge. Place ensuite aux plaidoiries de la défense. L'avocate de Philippe Laroche, le plus jeune des accusés, ne minimisera pas les actes de cruauté de son client. S'adressant aux jurés, elle leur dira « Vous allez devoir le sanctionner, mais aussi prendre de la distance et donner un peu d'humanité à cette personne qui en a terriblement manqué. » Pour sa défense, elle évoquera l'influence néfaste de Cathy Bichon, souvent présentée comme manipulatrice. Je pense que... Maître Véronique Chabrier,
avocate de Philippe Laroche. Sa seule intelligence par rapport au peu d'intelligence des deux autres a suffi à les emmener dans un scénario qui est dramatique. Pour la défense de David Klein, ses avocates tenteront d'amoindrir sa participation aux faits sans remettre en cause ses gestes de torture. Il n'y a aucune excuse à mettre au crédit de mon client, a-t-elle dit, tout en rappelant sa fragilité psychologique. L'enjeu, c'était de ramener Cathy Bichon, mais comme les autres accusés d'ailleurs, au sein du corpus social. Et j'avais à cette époque rappelé une vérité qui est de dire que chaque homme, chaque femme est toujours plus grand que les crimes dont on l'accuse. Cette phrase générale a été parfaitement rappelée par un grand homme qui vient de disparaître, Robert Badinter, qui dans une citation rappelait qu'il n'est point d'homme sur cette terre dont la culpabilité soit totale. En fait, Cathy Bichon, elle est bien évidemment l'auteur coupable des faits pour lesquels elle a été condamnée, mais j'avais indiqué que si les actes qu'elle a commis sont monstrueux, ce n'est pas un monstre. Madame Bichon, avant que la cour ne parte délibérer, avez-vous quelque chose à ajouter? Quand je me vois dans la glace, je me vois pas comme une femme, mais comme une monstre qui a commis un acte horrible. Je suis la co-auteur de tout ce qui s'est passé, de toute cette monstruosité. Peut-être qu'un jour, je reverrai la liberté. Mais une seule chose est sûre. Je serai marqué au fer rouge toute ma vie. Après 7 jours de procès, Cathy Bichon et ses co-accusés Philippe Laroche et David Klein sont condamnés tous les 3 à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre, précédé et accompagné ou suivi d'actes de torture et de barbarie. Ils ne font pas appel de ce verdict. C'était la version psy de On de la raconte que nous appelons Côte B. Enquête aujourd'hui de Guillaume Maury, réalisation Mathieu Fray.